Un, deux. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais donc faire l'appel des membres. Claude Camou. Estelle Métivier. Jean-Louis Brochagic. Florence Fournier. Patrick Lebars. Madame Chiron-Charrier. Christophe Moiroux. Aurélie Guignard. Françoise Goisguen. Brigitte Jasselier. Agnès Salin. Jean-Philippe Michon. Christophe Collet. Clara Mourgue. Benoît Lamarque. Anne-Aurélie Fuster. Rosette Tan. Nicolas Rey. Benjamin Audureau. Daniel Coz. Barbara Delesalle. Claire Riglet. Madame Élodie Dubéda. Stéphane Baquet. Elisabeth Lesourdi. Merci. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la réunion. Secrétaire de séance, Christophe. Je vous demande l'autorisation pour pouvoir filmer ce conseil municipal. Si vous avez des objections, dites-le. Sinon, est-ce que vous vous opposez? Parfait, merci. Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2020. Avez-vous des remarques? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. On va faire circuler. Je laisse tous signer le procès-verbal. Et là où il y a des petites étiquettes, c'est qu'il y a des personnes qui étaient absentes au conseil suivant, donc à rattraper. Merci. Information sur le changement en délégation de Claude Camou et de Madame Guignard. Je passe la parole à Claude Camou, premier adjoint. Ça marche. Oui, merci. J'ai souhaité me détacher des affaires scolaires, enfance et jeunesse, compte tenu du travail qu'il y avait en matière de projet, rénovation et entretien de tous les bâtiments et groupes scolaires. Voilà, j'avais déjà préalablement sollicité Jean-Louis Vostalgic et Aurélie Guignard pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Donc, compte tenu de cet intérêt à me consacrer plus encore à tout ce qui était entretien et projet, j'ai demandé à Aurélie Guignard si elle accepterait de prendre ma suite, ce qu'elle a accepté. Tout à fait. Je peux lui passer la parole. Oui, donc quand Claude m'a proposé au préalable jeunesse et enfance avec Jean-Louis, on a accepté, effectivement. Et puis quand Claude, Monsieur Camou, m'a proposé de reprendre la délégation affaires scolaires, jeunesse et enfance, j'ai accepté. Voilà, donc je serai l'interlocutrice privilégiée sur cette thématique. Bien, merci. Nous allons pouvoir passer au point numéro 1. Délibération, création d'une commission extra-municipale, assemblée communale représentative. Il existe plusieurs types de structures participatives, dont les commissions extra-municipales.
Certaines sont réglementaires, comme par exemple la commission de contrôle électoral. D'autres commissions extra-municipales qui ne sont pas réglementées par le CGCT, mais sont créées à l'initiative du conseil municipal. Elles peuvent être formées à tout moment et pour une durée variable. Elles sont librement constituées par le conseil municipal qui détermine lui-même leur objet, leur composition et les conditions de leur fonctionnement. Il s'agit d'une instance consultative concernant tout projet d'intérêt communal, permettant d'associer les administrés à la préparation des décisions prises par le conseil. Elle n'a aucun pouvoir de décision. Il est proposé de créer la commission extra-municipale Assemblée communale représentative selon les modalités suivantes. Objet. Participation citoyenne sous la forme d'une assemblée communale représentative. Durée. L'assemblée communale représentative sera créée pour la durée du mandat. Composition. Elle est fixée à 14 membres élus parmi les habitants de la commune. Elle devra respecter la parité femmes-hommes et être représentative des 3 tranches d'âge suivantes. 18 à 40 ans, 40 à 60 ans et 60 et plus. Et de 2 membres du conseil municipal, un adjoint référent en charge de la coordination entre l'équipe, les services municipaux et la commission, et un conseiller municipal non nommé. Le conseiller municipal non nommé, appelé à participer, changera en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, pour apporter des informations en fonction des thématiques, et afin que la commission travaille sur des projets complémentaires ou différents de ceux projetés par l'équipe municipale. Monsieur le maire est président de droit. Élection. Pour être éligible à cette assemblée, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes. Avoir sa résidence principale sur la commune de Sadirac, avoir 18 ans minimum. Ces membres seront élus pour 2 ans, par tirage au sort organisé par la commune, dès l'instant que nous pourrons nous réunir et faire le vote. Les candidatures devront être déposées dans les 2 semaines précédentes dans la boîte aux lettres de la mairie ou adressées par courrier à la mairie, ce qui a été fait. Une communication exposant les modalités de participation sera faite par la commune via les supports communaux. Fonctionnement. Une réunion d'installation devra se tenir dans les 2 mois qui suivent le tirage au sort. Voilà, Covid oblige, nous avons dans l'impossibilité de pouvoir faire ce tirage au sort pour l'instant. Cette assemblée pourra, concernant tout projet d'intérêt communal, être consultée à l'initiative du maire et de ses adjoints, communiquer son avis et être force de proposition, mettre en œuvre les projets dans le respect du budget communiqué et de la réglementation avec l'appui des services municipaux. Les propositions de la commission seront prises à la majorité des 2/3 des membres présents de l'Assemblée ou ayant donné un pouvoir par personne. Un compte rendu mentionnant la date et l'heure de l'Assemblée, le lieu, le nombre et les noms des membres présents sera communiqué à Monsieur le maire à l'issue de chaque réunion pour qu'il puisse être informé des travaux de la commission. Un bilan de l'année écoulée et des projections pour l'année à venir, qualitatifs et quantitatifs, devront être communiqués avant le 31 décembre de chaque année. Les membres s'engagent à respecter les orientations adoptées et les décisions prises par le conseil municipal, les règles de fonctionnement de l'Assemblée et à ne pas porter atteinte aux intérêts et à l'image de la commune de ses représentants élus ou employés municipaux. La qualité de membre se perd dans les cas énoncés ci-dessous: démission, décès, non-respect des modalités de fonctionnement établies et comportements irrespectueux et diffamatoires. Dissolution. La commission pourra être dissoute à tout moment par décision du conseil municipal et de plein droit au terme du mandat. Il est proposé la création et les modalités de fonctionnement de l'Assemblée communale représentative et de désigner un adjoint référent en charge de la coordination, M. Christophe Moiroux. Remplacement d'un membre de la commission. Là, voilà, pardon. Nous allons passer au vote. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui. Attends, Stéphane. Merci, bonsoir à tous, ce que je n'ai pas vu. C'est juste dans le texte, il y a marqué « Ces membres seront élus pour 2 ans par tirage au sort ». Alors c'est ou choisi par tirage au sort ou élu. Il me semble qu'une élection ne se fait pas au tirage au sort. Il me semble. Alors ils seront nommés. Nommés ou choisis. Tout à fait. Merci. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient?
Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 2. Remplacement de membres de la commission culture et patrimoine, animation et comité des fêtes. Monsieur Collet a fait part, étant donné qu'il a intégré la commission urbanisme, de son souhait de quitter la commission communale culture et patrimoine, animation et comité des fêtes. Afin de prendre en considération cette demande, il convient de modifier et compléter la composition culture et patrimoine, animation et comité des fêtes, comme suit, avec monsieur Jean-Philippe Michon. Je vais énumérer les membres de cette commission. Madame Fournier, Madame Fuster, Monsieur Moirou, Monsieur Vostiagic, Madame Chiron-Charrier, Monsieur Michon, Madame Barbara Delessal et Élodie Dubéda. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 3. Remplacement. Non, point 3. Désignation d'un correspondant défense. Créée en 2001 par le ministère délégué aux anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l'esprit de défense dans les communes. Ils s'expriment sur l'actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. Il est nécessaire de nommer un correspondant défense, candidat, moi-même. Vous avez des questions? Des remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Rétablissement de la semaine scolaire de 4 jours. Claude? Ton dernière, Aurélie. Merci. Donc, point 4, rétablissement de la semaine scolaire de 4 jours. Donc, le décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à déroger à l'organisation de la semaine scolaire de 4 jours et demi. Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées, réparties sur 4 jours, sans modifier le temps scolaire sur l'année ou sur la semaine. Les conseils extraordinaires des écoles qui se sont réunis le 21 janvier 2021 ont émis un avis favorable au passage de la semaine à 4 jours et aux horaires suivants. École primaire Théodore Monod et école élémentaire Marie Curie, 8h30 à midi, 13h30 à 16h sur les 3 propositions faites. École maternelle Pierre Perret, 8h30, 11h45, 13h30, 16h15 sur les 5 propositions faites. Le conseil municipal doit donc se prononcer sur le rétablissement de la semaine des 4 jours et la proposition d'horaire exposée ci-dessus, avant d'en adresser la demande au DAZEN. Avez-vous des questions, des remarques? Tu peux lui porter? Désolée. Bonjour à tous. C'était juste une précision sur le détail des votes. Les parents élus s'étaient abstenus sur le vote, même si ça a été validé le 4 jours. Il n'est pas précisé que les parents élus ont voté, se sont abstenus de voter pour ou contre, parce qu'ils n'avaient pas assez de détails en fait sur l'avis réel des parents. Et voilà, ce n'était pas précisé. Est-ce que ça peut se rajouter? Mais aux 2 associations de parents d'élèves, puisque l'association de parents d'élèves du Bourg s'est abstenue sur le premier point, les 4 jours, mais pas sur les autres.
Oui, oui, mais c'était sur les 4 jours, oui. Oui, 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 oui. Mais sur les 4 jours, en fait, on n'avait pas assez de détails. Le questionnaire avait été distribué à tous les enfants et non pas à chaque famille. Donc du coup, il y a des parents qui ont rempli plusieurs questionnaires, donc ça fausse. Et après, nous, en tout cas, à Lorient, nous avions demandé un détail des réponses sur Lorient qu'on ne nous a pas fourni avant le conseil. Donc, il y avait eu abstention, voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de précision sur les votes. Voilà, enfin, sur les votes, sur les consultations, du coup, puisque ce n'était pas vraiment des votes. Rassurez-moi, les enfants font bien partie de famille. Oui, sauf qu'un parent vote une fois. S'il a 3 enfants, il vote 3 fois. Donc ça fausse le final, le chiffre final. J'explique qu'il y a quand même eu du vote blanc du fait que nous n'avions pas assez de précision sur l'Orient complètement et sur l'élémentaire du bourg. Voilà. Et ça n'était pas précisé, c'est tout. C'était pas... Voilà. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une petite question par rapport aux horaires de l'école maternelle sur la pause méridienne. Je voulais savoir ce que vous aviez prévu en fait pour la prise en charge une bonne prise en charge des enfants pour pouvoir les faire manger sur le délai imparti, sachant que c'est un horaire qu'on avait mis en place il y a 2 ans et qu'à la demande des employés et des enseignants de revenir à une pause méridienne de 2 heures parce qu'en fait les enfants n'avaient pas le temps de manger. Donc, je voulais savoir ce que vous aviez prévu en fait sur la prise en charge des enfants pendant la pause méridienne pour qu'ils puissent manger dans le délai imparti sans être pressés. Effectivement, le problème, c'est le problème, vous connaissez bien le problème des fratries, c'est à savoir que si un frère ou une sœur est en primaire, compte tenu des horaires qui avaient été arrêtés, compte tenu des horaires qui ont été arrêtés par les élémentaires, si on avait appliqué les 2 heures à la maternelle, il y avait une demi-heure d'attente entre eux. Alors, ça a été évoqué lors du conseil d'école, et on a effectivement pris en compte cette situation, et que si notoirement ce quart d'heure manquant était indispensable, on appuierait avec du personnel pour pouvoir répondre au mieux, voilà, pendant cette période, afin de ne retarder personne et de ne pas presser les enfants aussi en étant plus nombreux. Voilà. Ça a été noté et évoqué lors du conseil d'école. On a évoqué aussi le fait de voir si les élémentaires pouvaient déplacer d'1 quart d'heure. Non, ils ne souhaitaient pas. Donc, on a évoqué lors de cette histoire de ces 2 heures en question et ce quart d'heure qui allait peut-être manquer pour les maternelles. Il fallait bien ou on se retrouvait avec une sortie décalée d'une demi-heure, ok, voir si les élémentaires pouvaient dégager. Mais il n'y avait pas de... Non, les élémentaires ne voulaient pas... En toute honnêteté, non. Je ne pourrais pas. Je peux me renseigner. Enfin, je demanderai à Madame Gagnère de vous répondre si vous voulez. OK. Non. Dans la mesure où le mercredi matin maintenant sera plus de temps scolaire, est-ce que LJC ouvrira des places complémentaires pour les parents qui souhaiteraient mettre leur enfant au centre aéré ? Bonsoir. Donc, pour répondre à votre question, en tant que vice-président de la petite enfance et de l'enfance sur la communauté de communes, donc étant chargé de l'accueil de loisirs, donc à votre question, oui,
il y aura un accueil de loisirs proposé aux enfants le mercredi matin et donc aussi après-midi. Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à... On va pouvoir passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 4. Point 5. Révision du RIF 7. Je vous fais grâce du premier paragraphe. Simplement, ce RIF 7 sert à valoriser le travail des agents, reconnaître une fonction particulière, directeur général des services et responsable de service, favoriser la motivation des agents, répondre aux dysfonctionnements internes, absentéisme. Il est proposé d'étendre des bénéficiaires aux techniciens territoriaux et aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, de supprimer dans sa composition de l'IFCE la part relative à la présence de l'agent durant l'année, de préciser pour l'attribution de CIA que les jours de présence correspondent aux jours travaillés par l'agent selon son cycle hebdomadaire de travail et que les périodes de congés annuels, les jours de récupération, les ARTT, les formations professionnelles, formations obligatoires, préparation à un concours, un examen, recyclage, permis, les autorisations d'absence pour décharge d'activité de service des représentants syndicaux, les autorisations spéciales d'absence liées au Covid-19 sont comptabilisées comme des présences effectives. De réduire à 3 mois de présence effective minimale pour percevoir la part de CIA et de préciser des conditions de maintien en cas de travail à temps partiel thérapeutique. Le RIF-SEP est versé au prorata de la durée effective. Et en cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire est suspendu. Pour les agents en CLM ou en CLD, à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire versé durant ce même congé demeure acquis. Et de revaloriser les plafonds du RIF7 en application depuis le 1er janvier 2018. Certains agents ont atteint le plafond. L'article 3 du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 indique que l'IFCE doit faire l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction, en cas de changement de grade à la suite d'une promotion et au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent. Si vous avez des commentaires ou des remarques, je vais passer la parole à Madame Barrois, directrice générale des services, qui saura mieux que moi vous répondre. Y a-t-il des questions? Merci. Dans l'ensemble, il n'y a pas d'opposition à voter cette révision. La seule chose qui me perturbe, c'est de supprimer dans la composition de l'IFCE la part relative à la présence de l'agent durant l'année. C'est-à-dire que si un agent est partiellement absent, il a un RIF7 partiel, proportionnel à sa présence, ou il a 100% de son RIF7. Mais actuellement, effectivement, c'est lié au présentéisme. Donc, c'est lié au présentéisme sur le FSE et sur le CIA. Et en plus, les durées sont très très courtes, puisque vous le savez, puisque vous l'avez mis en place. Donc, ça va de 5 jours à 37 jours. Ça veut dire qu'au bout de 37 jours, il perd complètement sa prime, enfin, une grosse partie de la prime présentéisme, elle passe à 0. Et c'est la même chose pour la part CIA, qui, elle, s'applique pendant toute une année. Donc, c'est un peu aussi la double peine. Donc, le CIA reste, excusez-moi, continue à s'appliquer avec une part présentéisme. Et là, l'idée, c'était de revenir sur la part présentéisme pour l'IFSE, puisque, voilà, ils sont déjà pénalisés s'ils sont absents. Et là, ils s'étaient 2 fois pénalisés. Et il faut savoir que pour les petits salaires, hein, parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, cette technique n'était pas concluante, puisque de toute façon, elle avait peu d'impact, puisque compte tenu des montants, elle avait peu d'impact. Et c'est
personnes sont indispensables, comme vous le savez, au bon fonctionnement des services, hein, tout ce qui est scolaire, entretien des bâtiments, etc. Et vous avez peu d'APAC. Et par contre, pour des salaires plus importants, où la part, puisque c'est proportionnel, là, quand les personnes, parfois, elles pouvaient perdre jusqu'à 900 €. Donc là, effectivement, les gens, quand ils sont en arrêt maladie, ils ont comme 37 jours, c'est pas si long que ça. Une fois qu'ils ont atteint, ils préfèrent rester en arrêt maladie. Donc en fait, cette politique où vous avez voulu inciter les gens à ne pas être absents, elle a ses limites, puisque comme elle s'applique 2 fois, il y avait déjà la part CIA qui dure sur 1 an, hein, puisque c'est de février à octobre de l'année. Enfin, voilà. Elle nous pénalise dans le sens où pour les petits salaires qui sont primordiaux, etc., ça n'empêche pas l'absentéisme. Ça n'empêche pas l'absentéisme. Et après, vous avez des postes clés où là, les gens ont des primes importantes. Et quand ils ont atteint les 37 jours, enfin c'est 36, ils ne reviennent pas parce qu'ils considèrent qu'ils ont perdu. C'est tel quel, hein, parce que on a passé les évaluations annuelles. Hein, voilà, c'est ce qui ressort directement de la bouche des agents. Hein, c'est que quand vous asseyez sur 900 € de prime, vous dites je reste en arrêt maladie 1 semaine ou 1 mois de plus, quoi. Donc c'était ça. Trouver d'autres arguments pour être plus convaincant et pallier à l'absentéisme. Mis à part ça, sachant que la part CIA reste bien liée à l'absentéisme. On est bien d'accord que le RIF-SIAP, c'est bien c'est une part variable du salaire pour récompenser la compétence et la qualité du travail de l'agent. C'est pas l'inverse, hein. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, je voulais le signaler. Ouais. Vous restez, alors, il y a une part fixe quand même et il y a une part variable dans la partie RIF-7. Oui. D'accord. Donc j'ai répondu à vos interrogations. Oui, tout à fait. Non, mais je peux comprendre en effet l'idée que vous défendez. D'un bon sentiment, mais voilà. Mais si vous avez fait les entretiens et que c'est un ressenti des personnels, dont acte, hein, il n'y a pas de souci. Ce que je veux simplement dire, c'est que la présence de tous les agents est nécessaire à la commune. Sans ça, ça pose un problème, me semble-t-il, que ce soit les petits salaires comme les salaires plus importants. Et donc avoir quand même quelque chose qui incite les gens à venir travailler plus facilement me semble être quelque chose d'important dans le cadre de cette part RIF-7. Et c'est pour ça qu'on n'a pas supprimé cette part sur le CIA. Je comprends. Non, mais j'ai bien compris l'ensemble des deux. Il fallait trouver un juste milieu, un levier. Voilà. D'accord. Et donc on verra l'année prochaine si ça a bien fonctionné. On verra. Avez-vous d'autres commentaires ou remarques? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 6. Compte épargne-temps, détermination des modalités d'application. Je vais vous lire que le premier. Je lis que le. L'ouverture est un droit si l'agent qui en fait la demande remplit les conditions réglementaires. Non concerné, agent en cours de stage ou ayant moins d'1 an de service. Elle peut être demandée à tout moment. Le délai de réponse est de 30 jours à compter de la réception de la demande. Fonctionnement. Report des congés annuels à l'exclusion des jours de congé. Madame Guignard vient de partir à l'instant pour raison personnelle. Donc elle donne pouvoir à Monsieur Camus. Donc à partir de. D'accord. Aurélie Guignard vient de s'absenter pour un personnel. Bon, d'accord. J'espère que il n'y a rien d'important. Merci. Donc le fonctionnement, le report des congés annuels à l'exclusion des jours de congés bonifiés sans que le nombre de congés puisse être inférieur à 20 jours, report des jours de récupération, report des repos compensateurs dans la limite de 60 jours à l'année. La demande doit être formulée avant le 15 janvier de l'année N+1. Utilisation, le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée avant le 31 décembre de l'année N, sous forme uniquement de congés, sans délai de péremption,
selon les règles des congés annuels. La clôture. Le compte épargne-temps doit être soldé et clôturé à la date de radiation des effectifs, y compris en cas de départ à la retraite. Changement de situation administrative, l'agent conserve son compte épargne-temps en cas de mutation, de détachement, de disponibilité et de congé parental. En cas de mutation ou de détachement, la gestion du compte épargne-temps est alors assurée par la collectivité d'accueil. Si le détachement ou de mise à disposition est hors de fonction publique territoriale, l'agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf accord de l'administration d'accueil. Voilà, le dernier paragraphe. Sur le changement de la situation personnelle, en cas de départ à la retraite, l'existence de congés figurant sur le CET, non pris au cours de la période d'activité, ne doit pas avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel l'agent appartient. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants fixés forfaitairement par jour accumulé pour chaque catégorie statutaire sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7 des formulaires respectifs. 6 joints en annexe seront tenus à disposition des agents. Avez-vous des remarques ou des questions par rapport au compte temps épargne? Nous allons pouvoir passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 7. Dénonciation de la convention opérationnelle avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et la communauté de communes du Créonais, commune Sadirac. Je vais lire que les 3 premiers paragraphes, parce que sinon le reste, c'est... La convention opérationnelle avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a été délibérée par le conseil communautaire de la communauté des communes le 18 décembre 2018 et par le conseil municipal de Sadirac le 6 décembre 2018. Faisant suite à une convention cadre signée entre l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et la communauté des communes en novembre 2017. L'établissement public foncier assiste les collectivités dans leur ambition en matière de création de logements, de restructuration d'emprises foncières, de revitalisation des centres-bourgs ou centres-villes, de structuration de l'activité économique et a pour mission, dans le cadre de conventions, la réalisation d'acquisitions foncières pour la maîtrise d'emprises qui seront des assiettes de projets portées par la collectivité ou par un opérateur désigné en commun. La convention cadre conclue entre la CDC et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a pour objet d'assister les communes dans leur ambition de renouvellement urbain, définir les objectifs partagés par la CDC à travers les documents de planification et de l'EPF, à travers son PPI, programme pluriannuel d'intervention, et d'engager des démarches concrètes pour permettre l'engagement et la sortie d'opérations, recherche de gisements fonciers, mobilisation des opérateurs, prise en valeur d'opérations exemplaires. Bref, vous avez compris, cette délibération dont le conseil communautaire a délibéré pour annuler ce contrat et pouvoir changer la modification sur le plan local d'urbanisme concernant le site Saint-Gobain. Donc, cette révision d'objectifs, il y aura une révision d'objectifs qui va partir dès le mois prochain concernant uniquement le site de Placo, le site de Saint-Gobain, ce qui est une révision beaucoup plus simplifiée, sûre et ciblée. Donc, voilà. Donc, les porteurs de projets qui étaient venus au conseil municipal il y a 3 ans de ça, donc ils sont toujours sur la sellette, ils se sont agrandis puisque La Poste et un autre investisseur d'une autre grosse collectivité territoriale vient venir aussi acquérir, sous-louer des bâtiments, ce qui va représenter une manne concernant la création d'emplois. Ce ne sont pas des emplois qui sont déplacés, ce sont des créations directes. Ce sont des entreprises qui n'existent pas, qui ont déjà le fonctionnement ailleurs et qui viennent s'implanter en créant de l'emploi. Il faut bien le spécifier. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques là-dessus ? Bien. Donc ça, c'est un sujet polémique, évidemment. Donc je rappelle simplement qu'avec Barbara, on a voté contre au niveau du conseil communautaire. Alors, le principe de dénoncer la convention avec l'EPF, c'est pas le principe, c'est pas foncièrement très grave, quoi. Ce qui est plus ennuyeux, c'est toute la suite. Et notamment, donc le PLUI,
il a été acté avec des nouvelles zones. Donc, si j'ai bien compris, une révision simplifiée va être entamée pour avoir 2 nouvelles Révision zones. simplifiée d'objectifs. D'objectifs, oui, des nouvelles zones donc industrielles, hein, Oui, parce que c'est quand tout à même... fait. D'accord. Donc, moi, je voudrais savoir, il me semble que le PFL, enfin l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, devait faire un diagnostic de dépollution. Oui. Donc, j'imagine qu'elle l'a fait. Et est-ce que, alors, qui a payé ce diagnostic? Et 2, est-ce que les travaux associés à la dépollution ont été faits? Et qui a payé ces travaux de dépollution? Donc ça, c'est déjà les 2 premiers points auxquels j'aimerais avoir une réponse. Enfin, de manière à ce que la commune ne soit pas engagée financièrement vis-à-vis de l'EPF et qu'il nous enverrait une éventuelle facture par la suite. Et donc, ensuite, je rappelle simplement qu'on s'assoit sur un certain nombre de principes, notamment des principes de démocratie participative que l'on a voté dans le premier point, où on avait des gens qui s'étaient prononcés pour un projet et qu'aujourd'hui, je les ai vus comme vous à la sortie, réclament des explications sur le changement. Donc ça, c'est une autre question. Et il y a quelque chose qui est plus difficile à comprendre, c'est l'entreprise propriétaire des parcelles, donc Saint-Gobain, nous a fait savoir qu'elle n'était pas favorable au projet. Donc le projet de résidence intergénérationnelle, c'est ce que je comprends à travers ces propos. Le collectif qui s'est monté a appelé Saint-Gobain, et Saint-Gobain leur a répondu aujourd'hui qu'il n'avait pas d'avis plus favorable ou moins défavorable d'un projet ou de l'autre. Donc, soit Saint-Gobain nous écrit en disant qu'il est plus favorable à un projet dit industriel, et auquel cas il y a validation du projet, je n'ai pas de souci. Mais là, il faut faire attention à ce qui est écrit et ce qui est réellement dit. Alors, soit Saint-Gobain peut aussi, pour répondre à un collectif, avoir des réponses courtoises. Donc voilà toutes ces questions qui sont posées. Et donc, moi, je voudrais quand même avoir des réponses claires sur ce projet. Merci. Ben, tu vas avoir des réponses claires et précises. Concernant le diagnostic qui a été fait par l'EPF sur le site de Plaque-au-Plâtre, Saint-Gobain, l'EPF n'a jamais eu l'autorisation par le propriétaire de vouloir faire ces diagnostics. Ils auraient dû avoir un ordre de mission de l'EPF via Saint-Gobain leur autorisant. Ils ne l'ont pas parce qu'ils ne l'ont jamais demandé. Voilà, première chose. Deuxième chose, concernant ce diagnostic, ils auraient eu, dans la normalité, ils auraient eu un document qui leur demande, qui leur autorise par le propriétaire de pouvoir faire le diagnostic. Ce diagnostic, évidemment, serait récupéré, c'est-à-dire que la commune de Sadirac ne le payait pas, c'est les porteurs du projet qui s'en acquitteraient, puisqu'ils auraient le diagnostic fait. Le diagnostic nous a été parvenu par Saint-Gobain, il est là. C'est eux l'ont fait, parce qu'ils travaillent sur le projet avec les porteurs de projet, Prieur, Bruno et La Poste. Donc il est ici. Ça, c'est eux qui l'ont fait faire par leur entreprise, par un cabinet spécialisé du moins, parisien. Voilà. Quand tu dis eux, c'est Saint-Gobain. Comment ? Quand tu dis eux, c'est les vendeurs. Oui, tout à fait. Voilà. Concernant la faisabilité et du projet, le 27 septembre 2018, M. Michel Keller, directeur délégué aux reconversions industrielles, nous écrit « Votre courrier du 6 septembre dernier, suite à l'arrêt de l'activité Plaque-au-Plâtre Sadirac en juin 2017, nous vous confirmons que le groupe Saint-Gobain œuvre à la revitalisation du site dans l'objectif d'accueillir des emplois dans les locaux conservés et devenus vacants. » Voilà, j'ai le courrier, si tu veux, il est à ta disposition. Nous avons reçu un autre courrier de M. Keller qui me confirmait déjà l'année passée que les négociations n'avaient pas été interrompues avec les porteurs de projets et qu'il refusait le prix proposé par l'EPF, qui était le prix d'achat, le prix
le prix d'achat était de 1 250 000 euros et l'EPF proposait 830 000 euros. Dans ce cas présent, il leur avait déjà écrit à l'EPF comme quoi, eux, ils étaient sur l'option de la revitalisation industrielle et artisanale sur le site de Placo. Donc l'EPF, évidemment, a refait une autre proposition qui a été évidemment refusée. Et là, les négociations ont permis, après ça, les négociations ont abouti. En ce moment, les négociations avec les porteurs de projet ont abouti et ont signé un protocole d'accord, de préaccord. Voilà. Concernant ce fameux, comment tu as dit, vous avez demandé l'avis de la population. La population, elle a été très localisée. Quand on parle d'avis public, je crois qu'on prend la population totale de Sadirac. Là, ça représentait à peu près 90-100 familles, donc vous avez eu la moitié. Donc il y a eu la moitié de personnes qui ont répondu. Voilà. Donc c'est vrai, quand tu me dis qu'on s'assoit dessus, je dis on s'assoit sur une petite chaise quand même. Parce que 100 personnes au lieu de 4500, à mon avis, ça manque. Et là, j'aurais aimé avoir vraiment d'une participation démocratique de la commune de Sadirac, où l'ensemble, 70 ou 50%, auraient déjà pu dire un peu leur avis concernant ça. Ceci dit, les personnes qui ont été sondées autour, ce sont les riverains, évidemment. Ils voulaient depuis longtemps que cette usine disparaisse, en fin de compte, mais ne mesuraient pas l'impact en termes humains sur la suppression d'emplois. Voilà. Donc il faut bien mesurer. La compétence de la communauté de communes est bien du développement économique. C'est une compétence. Nous sommes actuellement dans une situation budgétaire très difficile. On ne crée pas d'emplois, Sadirac. On ne crée pas d'emplois. On en a perdu, on n'en crée pas. Et bien là, c'est une opportunité d'en créer. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, je vais rebondir, bien sûr. Je vais reprendre la parole. Vas-y. Donc, moi, je voulais justement poser une question sur le lieu de l'usine. Donc, c'est sur un quartier résidentiel. Et donc, l'idée, c'est de mettre une zone industrielle dans un quartier résidentiel. Donc, si je comprends bien. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ce quartier, d'abord, ce n'est pas une zone industrielle, c'est une zone artisanale. Alors, là, vous marquez quartier résidentiel. Oui, quartier résidentiel. Il n'y a pas de quartier résidentiel. Cette usine, ça fait 50 ans qu'elle est là. Là, c'est écrit quartier résidentiel. Oui, non, mais ça fait 50 ans que cette usine est là. Donc des maisons sont fixées autour, évidemment. Ça fait la troisième. Il y a eu Placo, je vous dis, ça fait 50 ans qu'elle est là. Donc c'est pas une usine, c'est pas un quartier, c'est pas un quartier résidentiel. Ce sont des habitations qui sont autour. Il n'y a pas une concentration de dizaines de maisons autour de Placo, puisque Placo existait avant qu'il y ait les constructions. D'accord. Et le PLUI, il dit quoi, lui ? On est en quelle zone ? Mais le PLUI, donc, il va être modifié pour redéfinir cette zone en zone artisanale comme elle était auparavant. Bien sûr, parce il y a qu'elle toute est passée une donc procédure. Elle est passée entre-temps en zone constructible résidentielle. Tout à fait. Voilà. Bon, personnellement... Maintenant, il y va y avoir un travail qui va durer à peu près entre 12 et 14 mois, où les services de l'État vont accorder le changement de destination comme il était auparavant. Mais avant, il y a tout un dossier à monter. C'est très compliqué parce qu'il y a une OAP de fait dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir... Ce dossier est amené conjointement avec Alain Zabulon et les services de l'État. C'est quand même un travail fastidieux quand même. Ok. Oui, pardon. Ça fera l'objet d'une enquête publique ? Non. D'accord. Non. Si on part sur une zone ciblée, non, il n'y aurait pas d'enquête publique. L'enquête publique qui pourrait retarder depuis au moins 6 mois, comme tu sais. Au moins, non, pas du tout. C'est justement, ça sert. On peut le faire sur uniquement que quelques points ciblés, en fin de compte. Mais autrement, oui, ça aurait pu avoir une enquête publique. Tout à fait. Deux choses, puis après je vous parle. Donc, la dépollution, qui va la payer ? S'il y a dépollution, comme tu as le diagnostic, je ne sais pas si le site est pollué ou pas pollué, qui va payer cette dépollution ? Alors, cette dépollution a été faite par Saint-Gobain. On a le compte rendu. Pardon ? Non, le diagnostic plus la dépollution, évidemment.
Ces bâtiments ont été, les usines, les machines-outils ont été enlevés, les stocks de carburant qu'il y avait évidemment ont été enlevés, la dépollution du sol a été faite, puisque le procès-verbal des travaux réalisés par la société nous indique que cette zone peut à nouveau être... C'est un procès-verbal de la DDTM. Oui, d'accord, ok, voilà. Ça me va. Ça, c'est plus... Enfin, au moins, il y a un tampon de l'État sur cette affaire-là, donc ça, c'est bien. Et enfin, dernière chose, alors, on ne va pas contester les chiffres de l'emploi sur une zone d'activité. J'espère qu'il y aura de l'emploi, tout le monde l'espère. Je pense aussi qu'une résidence intergénérationnelle amenait de l'emploi, peut-être indirect, mais amenait autant d'emplois. Voilà. Ce qui dit, c'est que ce mode de maison intergénérationnelle germe encore dans notre équipe. Hein. C'est un projet qui n'est pas abandonné. Hein. Je peux te le confirmer. Je voulais juste faire une petite remarque parce qu'il me semble que dans le bulletin municipal, vous avez fait la remarque qu'en fait, on avait supprimé un emploi sur Sadirac par rapport à une personne qui, M. Gardère, en gros, qu'on ne le faisait plus travailler, sauf qu'on voudrait créer 90 emplois, et là, vous commencez un peu à aller à la rencontre de ce qu'on veut faire. Et vous rentrez un peu aussi à l'inverse, vous critiquez qu'on supprime un emploi à Sadirac, mais vous ne voulez pas qu'on crée 90 emplois sur Sadirac. Donc c'est un peu... Peut-être que je lis mal ce que vous dites. Déjà, les 90 emplois, je vous le souhaite et je nous le souhaite, très clairement. D'accord. D'autre part, je rappelle simplement qu'il y a aussi une extension de la zone artisanale de Bel-Air, oui, qui va permettre, je l'espère aussi, d'attirer des nouveaux emplois sur la commune. Et je répète que la résidence intergénérationnelle, c'était des emplois aussi. Déplacés. Pas du tout. C'était des nouveaux arrivants sur Sadirac qui allaient créer de nouveaux emplois. La plupart des personnes qui travaillent dans ces maisons intergénérationnelles, ce sont des emplois avec des prestataires de services qui travaillent déjà à droite à gauche. Il y en a certes de création, je ne le nie pas, mais pas en nombre, pas en si grand nombre que ça. Puisque c'est quand même une société, c'est quand même des prestataires de services qui font que ça. Donc ils ne créent pas obligatoirement des emplois pour ce cahier des charges-là. Oui, Patrick, on va pas compter. Bon, je vais m'arrêter. Je vais simplement dire qu'il y a des nouvelles surfaces qui sont créées, des appartements qui sont créés. Il faudra bien les nettoyer. Les personnes. Il y a des personnes qui sont dedans. Il va falloir faire de l'aide à domicile. Donc, c'était de la création d'emplois. Donc, voilà. Pour terminer, concernant la zone artisanale, l'agrandissement de la zone artisanale de Bel-Air, donc Madame Abadi a un projet d'extension et qui sera intéressante et qui sera de création d'emplois, à peu près entre 20 et 25 emplois. Donc ce projet est dans les mains des architectes. Dans les mois à venir, il va se décider puisqu'ils vont avoir l'acquisition de ce terrain. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler et de vous montrer à peu près les premières esquisses, ce qui va se faire sur cette zone d'augmentation sur Bel-Air, en sachant que il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place parce que le PLUI a gelé un terrain qui était derrière, qui était intéressant, et il est passé en inconstructible. Donc ça limite un peu, ça réduit un peu la disponibilité. Ouais. Le terrain de Robin, exactement. Il est derrière chez Garcia, 5600 m², qui était constructible. Et il est passé en zone naturelle. Je vais vous passer le micro juste après, M. Cos, pour éviter au nord de faire trop de kilomètres. Juste pour dire la position de la CDC par rapport à ce dossier, en tant que vice-président, du coup, forcément, on en parle beaucoup. On en parle, en tout cas. Donc, de la zone d'activité Saint-Gobain. Et comme priorité, la communauté de communes a mis le développement économique comme une priorité. Et donc, forcément, est favorable à ce développement économique sur le territoire de la communauté de communes. Est-ce que vous avez des remarques encore ou des commentaires ?
Oui, c'est normal hein, que la communauté de communes, sa compétence, c'est une compétence économique. Donc c'est normal qu'ils y soient favorables, mais c'est quand même eux aussi qui portaient le projet de PFL sur une résidence intergénérationnelle. Donc ils étaient aussi favorables à ce projet-là. Voilà. D'accord. Et donc, oui, le terrain derrière, alors je n'ai pas ce nom de propriétaire. Mais... Garcia, tu vois, oui, alors c'est derrière l'ancienne discothèque. Oui, oui, tout à fait. Là, il y avait un terrain, c'était le seul qui était accessible, qui était la limite de zone naturelle, qui était le terrain voilà. Et c'est M. Bloin qui en a hérité de M. Robin. Ah oui, d'accord. Ça y est, oui, très voilà. bien. Il n'a pas que celui-là d'ailleurs. Il en a d'autres. Et il y avait celui-là, donc il y avait un garagiste qui voulait s'installer pour la vente automobile. Alors, Patrick, il est quand même dans une pente assez importante et il est dans une zone boisée. Voilà. Après, au vu de l'époque que l'on vit, il me semblait intéressant de ne pas laisser cet espace à la construction. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut passer au vote ou il y a encore des commentaires sur ce sujet? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci pour les emplois à venir. Point 8. Désaffectation d'une partie des chemins ruraux. Monsieur le maire a été contacté par 2 habitants qui souhaitent chacun faire l'acquisition d'une partie d'un chemin rural. Pour cela, il convient de constater la désaffection qui nécessite une enquête publique. Une estimation de France Domaine sera ensuite sollicitée. Puis, au terme de la procédure de désaffection, il sera demandé au conseil municipal de se prononcer sur la cession. Vu le code rural et notamment son article, vu le décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, et notamment de l'article 3. Sur le chemin du Limancé, ce tracé, nous en avons 2. Ce tracé du chemin rural du Limancé a été modifié suite à l'héritage d'une démarche d'échange jamais finalisée datant de 1928 et actée par délibération du conseil municipal de l'époque. Un nouveau tracé plus rectiligne rejoignant le chemin rural de Lalande sur la commune de Lignan de Bordeaux a été créé. Est-ce que vous savez où c'est qu'il est, ce chemin Lalande? Limancé, le chemin avant Limancé, ça remonte sur Lignan et c'est sur la hauteur. A été créé. Monsieur Gallois, propriétaire d'un bien cadastré C108 sur la commune de Lignan, se trouve entouré de 2 chemins ruraux. Le nouveau tracé datant de 1928 et l'ancien formant une boucle située en partie de la commune de Lignan et en partie sur celle de Sadirac. M. Gallois se propose de faire l'acquisition de l'ancien tracé rural. La commune de Lignan a délibéré favorablement en date du 13-10-2020 pour constater la désaffection du chemin rural et céder le chemin rural après enquête publique conjointe avec la commune de Sadirac et une estimation de service de France Domaine. C'est pourquoi il est proposé de désaffecter l'ancien tracé du chemin rural afin de pouvoir lancer par la suite la procédure de cession. Ensuite, nous avons le chemin rural de Caïra. Alors, voilà. Donc, pour information, M. Gallois s'acquittera de tous les frais enquête publique. Évidemment, tous les frais inhérents à ce changement. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions à poser là-dessus? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Deuxième, chemin rural de Carrère. Monsieur Dominique André et Madame Élodie Pagot sont propriétaires d'un bien cadastré AO14 et ET 762 sur la commune. Cette propriété est située à l'angle de maillage de chemins ruraux, le principal étant le chemin de Carrère. Or, il appartient qu'une partie du chemin rural est utilisée depuis des décennies comme espace vert attenant à la propriété. Il souhaite que la situation soit régularisée. C'est pourquoi il est proposé de désaffecter la partie du chemin rural faisant office d'espace vert de la propriété afin de pouvoir lancer par la suite la procédure de cession.
Et, par le biais, le chemin a été totalement déporté, ce chemin. Est-ce que tu sais où c'est Oui, je vois bien. Oui, tu as vu la boucle qu'il y a là? Je pense que les gens l'ont déjà largement, mais bon, je dirais que c'est quelque chose d'assez logique. Moi, la seule question que j'ai, c'est est-ce que le fait de supprimer un chemin rural, enfin de le rendre privé, permet n'oblige pas à avoir des parcelles enclavées derrière? Est-ce qu'on peut aller sur les parcelles qui sont derrière par un autre chemin que ce chemin-là? C'est-à-dire parce que si on met des parcelles enclavées derrière, on va avoir un vrai problème avec les propriétaires et éventuellement exploitants d'autres parcelles. Ça, c'est quelque chose à regarder parce que je crois savoir que c'était pas tout le chemin, c'était pas la largeur complète du chemin rural donc, qui était... Qu'une partie. Oui, mais il faut quand même voir s'il y a des tracteurs, s'il y a des engins agricoles qui doivent passer par là, et est-ce qu'ils pourront toujours y passer parce que ça deviendra propriété privée en partie. Il y a un droit de passage, quoi, par exemple. Voilà, là on n'est pas au moment où on va faire passer le géomètre. Je veux dire, il faudra bien sûr conserver, parce que là le chemin il s'est déporté, mais bien sûr il faudra conserver un minimum de largeur pour permettre aux véhicules agricoles de pouvoir continuer à l'utiliser. Et ça on le verra lorsqu'on interviendra, faire intervenir un géomètre pour la session. Et de trouver un consensus. Et peut-être que ce monsieur, peut-être qu'il est un peu trop avancé, il faudra qu'on trouve un juste milieu. Voilà, donc il n'y a aucun propos malicieux, je précise dans mon... c'est vraiment pour bien éviter d'avoir des problèmes derrière, d'avoir fait une délibération et d'être obligé de revenir derrière. Là, c'est juste la désaffectation, ce n'est pas la partie où on va faire passer un géomètre pour bien marquer les limites des uns et des autres. D'autres questions? Tout à l'heure, donc pour le chemin précédent, vous avez dit que le nouveau propriétaire prenait à sa charge les frais. Oui. Là, pour ce cas-ci, comment ça se passe? Pareil. Ok. Pareil, il n'y a pas de... tout le monde a la même enseigne. Mais comme vous ne l'avez pas précisé... Oui, tu es entièrement d'accord. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 9. Convention école et cinéma en Gironde pour l'année scolaire 2020-2021. Rapporteur Claude Camus. Il va falloir qu'elle... Oui, convention école et cinéma en Gironde pour l'année scolaire 2020-2021. Je pense que c'est... Là, je n'ai pas assez de recul. Je pense que c'est un renouvellement. C'était déjà le cas, Madame. Bon. Tout à fait. Donc, la convention école et cinéma en Gironde, si jointe en annexe, permettra aux enfants d'une classe de petite section, 30 enfants, de l'école Pierre Perret, d'assister à 2 films à caractère pédagogique. Le partenariat avec les cinémas se décide au niveau de l'Éducation nationale. La convention s'inscrit dans un cahier des charges national du dispositif école et cinéma établi par l'association Les Enfants du cinéma. La Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et de la Communication et le Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Les structures départementales des ministères en assurent la coordination départementale. Les élèves se rendent dans la salle de cinéma la plus proche pour y voir les films entrant dans le cahier des charges du dispositif. La salle retenue est le cinéma Max Linder à Créon. Pour ce faire, il convient de signer une convention où la commune s'engage à prendre en charge le coût de la billetterie, 2,40 € par élève et par séance, pour les projections des films organisés par le cinéma Max Linder à Créon, sur présentation des factures par l'exploitant de la salle, le coût des transports des élèves et des enseignants entre l'école et le cinéma. La mise à disposition de l'école des équipements et des agents communaux nécessaires en tant que de besoin, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec l'association Cinéma Jean Eustache, coordinateur du dispositif École et Cinéma en Gironde, portant sur les engagements énumérés ci-dessus.
Nous allons passer au vote. Des questions, des commentaires? Oh, pardon. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci pour les enfants. Point 11. Non, 10. Point 10. Demande de remboursement de frais occasionnés. Rapporteur, Monsieur Le Bars. Voilà. Entre le 15 janvier 2020 et le 12 février 2020, plusieurs usagers se sont fait connaître pour demander le remboursement par la commune de frais faisant suite à des dégâts occasionnés par des nids de poules sur leur véhicule. Il est proposé de rembourser la franchise quand les travaux ont été pris en charge par l'assurance ou de prendre en charge les frais sur présentation des factures et attestation de non prise en charge par l'assurance du demandeur. Suite à cela, il est proposé de rembourser les demandes suivantes. Alors, les dates de sinistre, le 15/1/2020, Monsieur Milan du Pout, pour un montant du sinistre 815,32, montant remboursé 815,32. C'était au chemin de Pélis. Quelques jours après, le 1er février 2020, Monsieur Couplet, pour 65 € de sinistre, donc nous remboursons 65 €. Toujours pareil, au chemin de Pélis. Toujours le même jour, Madame Pouézard, Laurette, de la Sauve, a eu un sinistre pour 494,28 €, montant remboursé 494,28 €, toujours au chemin de Pélis. Et le 12/2/2020, Madame Ledan Sandrine, elle a eu pour 1002,30 € de dégâts et nous remboursons uniquement la franchise. Et là, ça se passait au chemin d'Obrojon. Donc, les remboursements seront réalisés sur l'exercice budgétaire 2021, section de fonctionnement, article 67-18, autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante. Voilà. Avant de passer au vote, ce que je vous... Ah, pardon. Alors, je vais essayer de répondre en partie, parce que je n'ai pas tous les éléments. La première chose, c'est que l'ancienne municipalité s'était engagée à rembourser les frais. Voilà, ça c'est la première chose. Oui. Oui. Bien sûr. Vous avez vu les dates? Nous, en l'occurrence, c'était M. Barrault qui s'était engagé auprès des gens qui étaient venus et c'était lui qui s'était engagé à rembourser. Donc, vis-à-vis de la commune, difficile de refuser, première chose. Deuxième chose, il y a eu des constats de fait par le policier municipal, puisqu'il a été appelé sur certains sinistres pour aller voir les dégâts. Et nous avons également des photos à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà pour la raison pour laquelle on prend en partie, pas tout, parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, M. Barrault, l'année dernière, avait mandaté pour 3 000 € dans le budget. Là, nous en sommes qu'à 1474. Non, je ne pense pas. Non, mais attendez. Bon, allez, mais demandez-lui. Puis vous verrez. Qu'est-ce que je vous dise?
Certainement, mais on saura, si ça vous arrive, on sera amené à vous demander. Alors, moi, je vais apporter des précisions pour un peu venir au secours de Monsieur Lebars. C'est-à-dire qu'il y a nid de poule et nid de poule, d'accord ? Donc, il y a défaut d'entretien et défaut d'entretien des voiries. Et selon la profondeur du nid de poule, effectivement, la commune est responsable. Donc, effectivement, si il y a une petite imperfection sur un trottoir, parce que la route, les chemins, les espaces verts ne sont pas lisses, etc., il peut y avoir des creux, des bosses, etc. Effectivement, en fonction de la taille, la commune n'est pas responsable. C'est votre responsabilité civile. En fonction de la profondeur, c'est de la responsabilité de la commune. Donc, il faut bien faire la part des choses. C'est pour ça que le policier municipal, il est allé constater et que vous avez des photos. J'ai tous les dossiers ici, je vous invite à venir les consulter, il n'y a aucun souci. Où, effectivement, il a mesuré. Voilà. Et puis, vous avez même des photos de jantes de voiture. Je vous montre, hein. C'est assez explicite. Donc, je pense qu'effectivement, après, il y a peut-être des gens qui abusent du système, mais bon, là, l'ensemble des éléments que l'on a convergent vers la bonne foi des gens, compte tenu des photos, du procès verbal et de la profondeur du nid de poule. Effectivement, le but, c'est pas de créer une jurisprudence et de dire oui à tout, puisqu'il faut contrôler et vérifier que ça rentre bien dans le cadre légal, tout simplement. Pour ajouter, on a durci un peu, vu la voirie, vu les intempéries que nous subissons, évidemment la voirie s'abîme très très vite. Hein. Ça, c'est la faute à personne, c'est la faute à l'eau. Hein, et nous avons beaucoup de voiries. On a mis en place une procédure, c'est-à-dire que lorsque ça se reproduira, évidemment, il ne s'agit pas que par le témoignage, ça ne suffira pas le témoignage de la personne, il faudra qu'elle vienne voir le policier municipal qui ira constater, où là, vraiment, on va être encore beaucoup plus embêtant. Il va falloir fournir les réparations, le montant des réparations, les devis, les factures. Évidemment, le document qui va bien de l'assurance qui dit qu'elle prend que la facture, une partie de la facture ou pas du tout, pas qu'on se fasse savoir. Voilà. Là, c'est le cas. Voilà. Donc, ce dossier est là depuis un an. Tous les documents étaient là, les promesses ont été faites. Bon, voilà. Non, à ce jour, on n'a eu aucun. Mais comme vous le voyez, c'est très localisé sur le chemin de Lignan. Je pense qu'il y a peut-être une quinzaine de jours avec la pluviométrie ou quelque chose où il y a eu un défaut d'entretien ponctuel et que, voilà, après... Et si tu vas sur le haut du château Brejon-Seguin, fais attention parce que là, ça pourrait t'arriver. Donc, parce que c'est vraiment, il y a des nids de poules partout, la route souffre. Est-ce que nous allons passer au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 11. Demande de remboursement d'élus. Rapporteur, M. Lebars. Ouais. Pour faciliter le travail du service communication, il était... Je m'éloigne, d'accord. Je parle trop fort. Il était très utile de pouvoir s'abonner à Canva Pro, qui propose de faciliter le travail du service communication. Il était très utile de pouvoir... je recommence. Pour faciliter le travail du service communication, il était très utile de pouvoir s'abonner à Canva Pro, qui propose des outils de design, notamment graphiques, pour concevoir des affiches. L'abonnement annuel d'un montant de 107,88 € TTC ne pouvant se faire qu'en ligne et par carte bancaire, la collectivité n'ayant pas recours à ce mode de paiement, M. Christophe Moirou a payé l'abonnement. C'est pourquoi il est proposé de lui rembourser cette somme sur présentation de la facture. Alors, je ne sais pas si on passe au vote maintenant pour Christophe. Oui, pour Christophe. Oui. On passe au vote. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. De même, pour faciliter le travail des services
et répondre à des demandes urgentes d'équipement, M. Claude Camus a acheté pour la collectivité, en ligne et par carte bancaire, un porte-voix de bureau pour les réunions pour 43,88 €, des porte-manteaux muraux pour équiper le bungalow de l'école Théodore Monod pour 50,50 € et a retourné par voie postale des talkie-walkie après les avoir essayés, 15,15 €, soit une somme totale de 109,53 €. C'est pourquoi il est proposé de lui rembourser cette somme sur présentation des factures. Les remboursements seront réalisés sur l'exercice budgétaire 2021, section de fonctionnement, article 61,88, autres frais divers. Voilà. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 12. Projet et plan de financement. Rapporteur, Claude. La commune a la possibilité de solliciter les aides de l'État au titre de la DETR 2021 avant la fin du mois de janvier. Pour cela, une délibération est requise. C'est pourquoi il est présenté ci-dessous 3 projets et leurs plans de financement respectifs. Aménagement et extension des écoles du bourg. Le projet consiste à créer un accès répondant aux normes en vigueur d'accessibilité pour permettre aux parents de grandes sections d'accéder à l'enceinte de l'école et à la cour de récréation, à créer un local de stockage y compris pour les enseignants et des vestiaires pour le personnel de l'école, et de rénover le bureau de la direction de l'école élémentaire. Chiffrage précis sur devis vous sera communiqué sur qui a été mis en annexe, hein, c'est ça, hein, qui a été distribué. Il a été distribué. Hein. Voilà. Donc, il concerne... Je suis en train de chercher la ligne correspondante. Alors, la création d'un accès PMR côté stade pour 10 472 €. La création de locaux, salles et vestiaires, 11 205,40 €. Et la rénovation du bureau de direction, 5 212,60 €. Vous souhaitez des précisions, peut-être? Oui? C'est à l'entrée de l'école maternelle, c'est contigu au bureau de la directrice. Là où vous aviez émis l'idée de faire une classe. C'est au même endroit, en fait. Oui, tout à fait. Mais on le fait en structure légère, hein, quand même. Ce sont des vestiaires et du stockage aussi. D'accord. Alors, je crois que je vais passer pour ce point, je vais passer la parole à Monsieur le maire. Après, je reviendrai sur les travaux. D'accord. Concernant le projet de l'école, il est évident que ce n'est pas un an qu'on monte un projet. Il faut 3 années pour monter un projet, à condition que les finances suivent également. Donc, entre le projet d'une école qui va être un projet qui sera porté sur la table, dont nous aurons tous à y travailler, à débattre, il s'agit d'entretien. C'est parce qu'on va faire un projet d'école qui aura lieu dans 3 ans qu'on doit laisser cette école se
dans un état qui n'est pas très... il y a des enfants, enfin. Donc, on investit mesurément, mais sûrement sur un peu tout ce qui peut apporter du confort pour les enseignants et pour les enfants. Et nous le ferons. Et nous le ferons. Parce que c'est indispensable. Voilà. Donc, les deux, le parallèle qu'il y a, je pense qu'il n'y en a pas. Il s'agit d'un côté d'apporter des modifications au niveau du bâtiment, bien sûr, en limitant les frais, parce que sinon, ça s'envole. Mais surtout, pour l'instant, cette école, elle fonctionne. Cette école, il y a beaucoup d'enfants, il y a plus de 300 gosses. Donc, on doit obligatoirement le mettre en conformité, ce qui n'est pas le cas. On doit y pouvoir amener des améliorations, parce que nous avons aussi un problème de sécurité. La sécurité, ça s'alourdit. On est obligé d'y apporter des changements qui sont obligatoires, donc des travaux qui vont suivre sur l'électricité, les réseaux qui tombent, le toit qui coule, enfin voilà. Donc on est obligé quand même d'avoir un peu une responsabilité là-dessus. Non. Déjà, moi, j'étais pas au courant, et comme Madame Villalonga m'a pas beaucoup informé des choses, donc je vais creuser à l'affaire puisque je découvre. Vous avez évoqué ça en conseil municipal quand? Peut-être pas depuis septembre. D'accord. Donc moi, voilà. Alors après, tout ce que j'en sais, c'est que je sais qu'il y a des dossiers en cours, puis il y en a un sur la mairie également, hein, donc voilà, avec une audience qui aura lieu prochainement. Après, est-ce qu'il y avait une dommage ouvrage sur ce bâtiment? D'accord, donc il faut je vais regarder, je vais demander à Monsieur Tellon s'il a plus d'informations au niveau de l'indemnisation. Moi, pour l'instant, je suis dans la comptabilité, j'ai pas vu, mais je vais lui demander des précisions. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Ça, c'est bien pour la. Oui, non, mais c'est bien pour la partie toiture maternelle, hein, c'est bien ça. D'accord. Celle pour lequel. Oui. 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 C'est bien pour ça que moi aussi j'avais fait faire un devis à minima, et on était c'est toujours trop, hein, 3 700 € parce que c'était vraiment pour colmater encore des brèches, parce qu'il y en a toujours. Tant qu'on n'aura pas repris dans l'ensemble, c'est certain. Oui, mais enfin bon, il faut parer au plus pressé pour répondre à Madame Réglé. On essaie de parer au plus pressé. Hein, voilà. Par contre, je peux vous amener un commentaire, c'est sur le bureau de la direction. C'est à l'élémentaire, là, il y a vraiment besoin, parce que franchement, c'est assez dévasté. Pardon ? Oui, mais il y a des locaux où je vous rejoins tout à fait. On va pas, vu la situation et l'incertitude, on ne sait pas trop sur les 2 ou 3 prochaines années, on ne sait pas vraiment ce qui va être. Donc on limite autant que faire se peut. La création de locaux salles et vestiaires, c'est parce que
On a quand même, c'est une école, et je ne vous apprends rien, elle est à la limite de la saturation. Si on prend l'espace lavage, buanderie, qui est vraiment trop petit, on est obligé de prendre l'espace qui est à côté, qui est contigu, qui actuellement accueille les photocopieuses. Donc la photocopieuse, il faut qu'on la mette ailleurs. C'est ça qui fait qu'on est tenu. Je me serais bien dispensé... Oui, non, mais Ok, non, mais je l'ai bien compris, je l'ai pris comme ça. Ok. Je suis en cours, je suis dessus. Ceci va peut-être vous expliquer aussi pourquoi j'ai voulu un peu m'affranchir de la partie purement affaires scolaires, enfance, pour me consacrer plus à tout ce qui est... Oui. On vient d'avoir la même remarque, hein, quand même. Non, nous sommes tout à fait... Je ne pense pas non plus, monsieur. C'est bon, Claude ? Avant de passer au vote, ce que je voulais dire, c'est que on a quand même, j'espère qu'un jour, on aura l'intégralité des dossiers que nous n'avons pas concernant en particulier celui-ci, et qu'on pourra en avoir connaissance. Non, mais vous y êtes... Non, mais, surtout, ça n'a rien à voir avec... C'est pour information. Oui, ils étaient. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra les retrouver et que ça pourra nous aider quand même. Pour l'instant, on ne peut pas les retrouver parce que voilà, on est... Oui. À ma connaissance, c'est toujours en discussion. C'est toujours... je n'ai pas eu de réponse encore à ça. Tout à fait, madame. Mais tout à fait. Oui. Monsieur Tellan m'a dit qu'il s'en occupait. Donc, c'est des sujets à discussion. Là, c'est le comble. On ne va pas faire le procès, tu le sais très bien. Non. Mais je suis d'accord avec vous. Hein, attendez. Bien sûr. On a récupéré ça. J'ai bien noté, madame Delessal, ce que vous aviez, et bien sûr, je suis très attaché aux deniers donc de la commune, et là-dessus, Ouais. Oui, les circonstances n'étaient pas favorables non plus. Oui, ça... oui. Tout à fait. Je poursuis, j'insiste. Et ça m'étonnerait que je lâche beaucoup. Oui. Le deuxième point sur les projets, c'est la création d'une cour de récréation pour les enfants de l'école maternelle Théodore Monod. En fait, là aussi, on a une grande expansion d'élèves. Il y en a de plus en plus, et je pense que ça ne va pas s'arrêter d'ici peu. La cour de récréation, je passe même des circonstances Covid qui fait avec les distanciations, etc. Je mets ça de côté, en situation normale. L'objectif est très clair aussi, c'est que cette école, il va falloir qu'on l'agrandisse. On apparaît au plus pressé en mettant un bungalow. Ce qui s'avère, c'est qu'on dispose d'un terrain, certes, avec une dénivelée, donnant sur côté voie départementale. Et il nous semblait intéressant de profiter de cet espace qui pouvait être par terrasse, successif, de pouvoir gagner de l'espace. Et ce qui est proposé là, c'est qu'en fait, on fasse un palier. Un premier, on va dire avec une certaine profondeur, on va dire de 5 ou 6 mètres de profondeur sur toute la longueur, et puis après une petite dénivelée pour terminer après. On aura juste un mur de soutènement à la base limité et restreint pour éviter quand même des infrastructures trop importantes qui néanmoins pourront supporter
un mur anti-bruit est un grand mot, mais du moins une structure permettant une végétalisation, etc., brise-vue, voilà. Mur anti-bruit, ça serait vraiment excessif. C'est pas le mot. Par contre, sur la partie supérieure, comme on est quand même sur des terrains particulièrement, on va dire, humides, et quand ils sont humides, ils sont très humides, la partie supérieure, serait drainé avec un revêtement synthétique. La partie basse en naturel, mais au moins. Pourquoi ? Pour que j'ai soumis plusieurs projets aux enseignants, et l'intérêt qu'ils voient, c'est qu'actuellement, dès qu'il pleut, c'est totalement inutilisable. Or, avec un support synthétique plan, pas sur la partie inclinée, bien évidemment, pas sur le dévers, parce qu'il faut être sûr que ça s'accroche bien, que ça tienne bien, ça reste utilisable. Juste après la pluie, c'est utilisable, alors qu'un terrain naturel ne l'est pas. Voilà. On peut passer au vote ? Excellente suggestion, je retiens. Tout à fait. Non, mais Non, je pense que je vais l'introduire effectivement dans ce projet parce que de l'eau, on en a. Donc, autant essayons de l'utiliser et déjà de la canaliser au mieux, de la conserver pour la réutiliser. Oui, tout à fait, parfaitement. C'est une excellente idée, je le prends en charge. Je pense que je vais revoir un petit peu, je vais le compléter. J'aurai plaisir à vous le présenter. Le troisième point, c'est bon ? Il y avait un troisième point. Voilà. Sur le parking. Ah, le parking, oui. Le parking. La création de parking, on va essayer de gagner quelques places par-ci, par-là, parce qu'on aurait plutôt tendance à en perdre. Vous avez vu qu'en face, l'entrée du groupe scolaire, des maisons ont été réhabilitées. Les dites maisons ont demandé à ce qu'il n'y ait plus de stationnement devant chez eux, ce qui nous semble quand même pour le moins légitime. On perd encore 3 ou 4 places, ce qui nous arrange pas du tout. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est à sacrifier. Alors je vais sûrement subir les foudres de certaines personnes très attachées aux espaces verts, mais je vais être obligé devant de sacrifier quelques espaces verts pour des espaces gazonnés, on va dire, pour gagner 2-3 places par-ci, par-là. Voilà, c'est un grand mot. Par contre, ce que l'on va modifier, c'est l'emplacement de la place handicapée, parce qu'elle a été positionnée en frais des marches, c'est sûrement pas le meilleur endroit. Là-dessus, mes collègues chargés du handicap et de la mobilité seront plus à même d'en parler, mais plutôt en face le début de la rampe. Hein. Voilà. C'est-à-dire en remontant vers l'entrée, vers le parking enseignant, si vous voulez, ou vers le panneau d'affichage. Oui. M. Blouin pour pouvoir faire des parkings, potentiellement des parkings. Donc il y a bien des emplacements réservés au PLUI qui permettent de le faire. D'accord. Donc là, vous pouvez faire... il serait souhaitable de faire une dizaine de places. Je ne sais pas exactement combien, mais là, il y a une possibilité de le faire. Mais par contre, ça passe par une acquisition d'espace à construire. Et chez une personne qui est très très proche de sa propriété, on va dire ça. Par contre aussi, ce qu'on va essayer, on doit pouvoir gagner 2 ou 3 places, c'est côté accès venant du CD pour rentrer dans le parking des enseignants. On va prendre un petit peu sur l'espace qui est un petit peu incliné, mais qui a une dénivelée mais relativement faible, de faire 2 à 3 places en rentrant. Voilà. Ce qu'on essaie, c'est de gagner quelques mètres carrés pour stationner des véhicules.
On va passer au vote. On va voter projet par projet. Oh, pardon. Éléonore, hein, tu... Non, on n'entend pas. Non. Non. S'il vous plaît. Vous avez demandé de la DETR, donc vous avez obtenu de la DETR à hauteur de 35%. Je voudrais savoir si vous avez demandé de la DECIL. Parce que sur des projets scolaires, c'est toujours regardé de près par les services de l'État et on peut envisager d'avoir quelques subsides supplémentaires. Donc on a reçu les informations pour la DETR qui nous sont parvenues. Le texte a été édité le 25 janvier, donc arrivé en mairie le 26 janvier, donc quand le conseil était parti. Et pour la DECIL, on a reçu les informations et c'est de plus en plus, c'est assez restrictif. Donc en fait, et puis généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je me suis rapproché de M. Sanchez à la préfecture, qui suit ces deux dossiers-là, hein, qui attribue. Il vous oriente en vous disant, bon, demandez plus la DETR parce que vous avez plus de chances, mais s'il vous donne la DETR, il ne vous donne pas la DECIL de toute façon. Après, voilà. Et c'est assez bien fléché. Tout ce qui est scolaire, c'est plus fléché DETR. Après, voilà. On peut passer au vote. Donc, pour le premier, extension du parking de l'école Théodore Monod. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Ok. Oui, pardon. Non, création d'une cour. Aménagement, voilà. Non, ouais, par point. Point par point. On est obligé de le voter point. Bon, écoutez, on va le voter, on vote sur la globalité. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 13. Budget 2021, dépenses d'investissement. Rapporteur, M. Le Bars. Alors, dépenses d'investissement. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales autorise l'exécutif d'une collectivité territoriale d'engager, de liquider et de mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette avant le vote du budget 2021 et à condition que les crédits correspondants, bien évidemment, soient inscrits au budget de l'exercice 2021 lors de son adoption. Nous proposons de procéder aux investissements suivants. Chapitre 21, immobilisation corporelle. Alors, en 2020, le budget était de 491 385, ce qui nous laisse la possibilité d'engager pour 122 846 euros d'achat. Article 21-35, installation générale, agencement, aménagement des constructions. Donc nous avons changé des climatiseurs pour les salles des classes des écoles du Bourg pour 7 236 euros. Article 21-52, installation de voirie. Donc nous avons également acheté des barrières pour le périscolaire du Bourg pour 924 euros. Du mobilier urbain pour 4 428 euros. À l'article 21-58, autre installation matérielle et outillage technique, nous avons changé les radiateurs à inertie, nous avons acheté des radiateurs à inertie pour les salles de l'âge d'or, du CCAS et de la salle Pierre Bosc pour 2 632 euros TTC. Article 21-83, matériel de bureau et informatique. Nous avons remplacé 2 unités centrales pour la mairie pour 2 598 euros, ainsi qu'une imprimante laser monochrome pour les services techniques pour 255 euros et un disque dur pour 583,20 euros. Et nous avons également changé, parce qu'il est tombé en panne très récemment, l'onduleur de la mairie pour 1 644 euros. Article 21-84, mobilier. Nous avons acheté 2 vestiaires, 2 cases pour le personnel de l'école de Lorient pour 394,44 euros. Article 21-88, autre immobilisation corporelle.
nous avons acheté un cinémomètre pour 4 680 € et un ensemble de talkie-walkie avec sirène et transmetteur nécessaires à la mise en place du BPMS de l'école du Bourg pour 12 000 €. Voilà, le total des crédits qui seront inscrits bien évidemment au budget de l'exercice 2021 est de 37 374,64 €. Pardon ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas toutes. Les climatiseurs, évidemment, quand il y en a un qui tombe en panne, les 3 autres suivent. Les 2 autres suivent. Ça, c'est toujours comme ça. Les onduleurs, c'est pareil. Enfin bon, matériel vieilli, et puis bon. Pardon ? Oui, justement. Alors, j'ai deux réponses à ça. C'est concernant les... Non, toutes les dépenses ne sont pas faites. Pour le PPMS, pour tous les moyens de transmission. Bon, le Bourg, vous connaissez tout. Les difficultés entre les cornes de brume, etc., ça n'a qu'un temps aussi. Donc, vous avez voté le remboursement d'un retour de talkie-walkie. C'était justement pour faire des essais alors de talkie-walkie qui ne sont pas des talkie-walkie classiques, ce sont des talkie-walkie sur des fréquences dédiées, qui sont des talkie-walkie à technique LTE, c'est-à-dire à très longue portée. Voilà. Et j'ai fait faire une étude pour justement assurer tous les moyens de communication entre tous les enseignants, entre eux avec les directeurs en liaison avec la police municipale, la municipalité, et les directeurs peuvent aussi déclencher dans chaque classe une alarme visuelle, donc silencieuse mais visuelle, n'en est pas nécessairement, dans certains cas, on peut être amené à déclencher une alarme sans pour autant lancer une sirène, mais ça lance une information et à la police municipale et à la municipalité, puisqu'il y a une base, et aussi une alarme sonore, bien évidemment. Voilà. Et c'est le montant de 12 000 € couvre justement tout ce type de matériel. Ça représente à peu près 25 matériels mis à disposition. Oui. J'ai fait essayer aussi, j'ai fait tous les essais en PMR, on va dire en talkie-walkie classique, mais sous fréquence dédiée. Je les ai fait pour faire en sorte que du poulailler jusqu'au bureau du directeur, on puisse capter sans problème, même si les enseignants ne sont pas toujours dans le poulailler, je suis d'accord. Mais aussi pour pouvoir tous les essais avec la police municipale qui a essayé de Bordeaux jusqu'à l'école, la transmission se fait, quoi. Voilà. Avez-vous d'autres questions, Claude ? Ah, qu'est-ce que c'est le cinémomètre ? Tu sais. Dans ton information qui est passée sur le site Facebook, je me pose la question, vous allez verbaliser ou vous allez simplement faire de la prévention ? Alors, comme tu peux le savoir, depuis certains, lorsque toi aussi tu as dû recevoir des lettres de beaucoup de parents qui étaient vraiment, qui s'insurgeaient, qui a raison d'ailleurs, concernant la vitesse. Avec la brigade autour des, pas uniquement sur les morceaux départementaux, mais sur toutes les voiries de circulation sur Sadirac. Les deux policiers municipaux sont munis de cinémomètres et sont munis aussi d'appareils de détection les 5 drogues qu'on appelle en même temps.
ils ont la légalité sur tout le territoire communal, y compris les zones départementales qui traversent les communes. Voilà. L'ordre, je leur ai donné pour mission de faire de la prévention, ce qu'ils font actuellement. Mais c'est bien parce que la plupart des personnes qui m'ont écrit, ce sont les premières qui se font sermonner parce qu'elles roulent, quand elles sont toujours en retard, elles arrivent au parking de l'école, et vous le savez très bien, à 40 à l'heure, on se gare en vrac, on ouvre les portières et en avant musique. Donc cela, c'est marrant, ce sont les mêmes. Donc il y a eu un rappel au bien vivre sur la circulation et la protection des enfants. Une fois, il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux. Donc le prochain coup, elles auront une amende. Concernant aussi les gens qui se garaient, alors là, arbitrairement, sur le parking réservé aux personnes âgées. Donc là, c'est pareil. Là, il n'y a pas en particulier devant... Personnes âgées, pardon. Les personnes handicapées, excusez-moi. Ça n'existe pas encore. Hein. Donc là, par contre, il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de prévention, donc ils ont commencé. Jusqu'à présent, ils ont dû déposer, envoyer au moins une dizaine de 135 €. Hein, voilà. Parce que c'est toujours les mêmes, en fin de compte. C'est 2 minutes, c'est 6 minutes. Et on a des personnes ici handicapées en particulier et qui circulent et qui n'accèdent pas. Donc voilà. Aussi bien sur le départemental, devant les professionnels, devant la librairie, que devant la boulangerie au bourg. Et aussi bien ailleurs. Le cinémomètre, donc, ils sont constamment sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils sont sur 6 heures par jour sur le terrain. Ils inondent toutes les voies. Ils contrôlent la vitesse sur toutes les voies, matin, midi, après-midi et le soir. Et ils ont des horaires décalés. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ont fini à 13h, ils sécurisent l'école, ils ont recommencé, c'était à 16h, c'est ça ? 16h jusqu'à 18h, 18h30. Et là, c'est vrai que tout le monde est pressé. Tout le monde est d'accord qu'il faut rouler doucement, mais du 81 pour 50 à l'heure devant l'école, devant chez France. Voilà où on en est. Donc, une fois, c'est le joker. 2 fois, ça verbalise. Et ça commence à verbaliser. Voilà. Parce qu'il y en a marre, tu le sais, Daniel, aller dans une famille à 2h du matin pour annoncer qu'il y a un décès dans la famille et un accident de la route, c'est bon, quoi. Moi, ça fait le 4e, hein, donc j'en ai assez, quoi. Je n'en peux plus de ça. Hein. Donc, il va y avoir des sanctions, parce que cet équipement est coûteux et il sera prévu pour ça, pour faire de la sanction. Voilà, tout simplement. Non. Alors les amendes sont évidemment le Rennes, ainsi de suite. Par contre, il y en a une petite partie qui arrive du département qui nous attribuée. Donc oui, et généralement cette partie-là, on peut l'investir par exemple sur l'aménagement et la sécurisation de la voirie. Mais bon, alors donc si vous voulez à chaque fois que vous allez vous faire pincer, hein, sachez que vous avez une petite partie qui va aller sur la commune où vous habitez. Non. Ceci dit, on a quand même depuis 1 mois et demi, j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'il y a un net ralentissement par rapport à la vitesse autour. C'est pas fini, c'est pas fini parce qu'il y a aussi les itinéraires GPS, tu connais, par police, tout ça. Ça, c'est un fléau. Mais alors eux, les personnes qui ne sont pas sadiracaises, hein, ceux qui traversent, qui ont l'habitude de traverser, eux, bon, c'est sanction. Hein, parce que quand ils arrivent à police en face, que tu es 80 à l'heure, 90 à l'heure, ils traversent le stop, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de... Ça s'améliore, il y a du mieux, c'est pas fini, il ne faut pas lâcher. Donc voilà. J'espère qu'on arrivera à zéro accident, mais par contre... ils ont mission de pouvoir faire de la prévention, j'y tiens, et ensuite, par la suite, on colle des PV. Est-ce que, pour le point 13, passer au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Merci. 14. Information sur l'utilisation des dépenses imprévues au fonctionnement. Rapporteur, M. Lebars. Ouais. Compte tenu des nombreux remplacements et de l'accroissement du temps de travail lié aux obligations pour répondre aux mesures de lutte contre la pandémie,
Monsieur le maire, par arrêté, a dû basculer 500 € des dépenses imprévues de fonctionnement, compte 022, pour compléter le compte 6411, rémunération principale du chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés. C'est une information, ça ne passe pas au vote. Bien, point 15. Question. Oui. Non, il n'y a pas besoin. Oui, alors moi je voudrais revenir, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, quand on a parlé des écoles, sur l'annonce qui a été faite en communauté de communes de faire un nouveau projet d'école, mais hors de la zone où l'école est située actuellement, donc sur une autre zone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué en commission scolaire. Donc j'étais un peu surprise et j'avais envie de savoir déjà où est-ce que vous voyez cette école. Enfin, parce qu'a priori, donc, ça irait plutôt dans ce sens-là, votre projet. Madame Riglé, lorsque Daniel Coz et son équipe a travaillé sur un projet, il est évident qu'ils ont développé plusieurs scénarios, déplacés, pas déplacés, là, à l'endroit. C'est un projet. Quand on avance sur un projet, on part sur une idée, après on peut avoir une autre idée, et j'espère qu'on en aura plusieurs. J'espère qu'on en aura plusieurs, parce que c'est ça un projet. Pas se figer sur un seul projet. Il y a à l'étude, on en a deux, on a 2 projets à l'étude. Ça prendra le temps, vous en serez évidemment concertés et vous participerez. Mais attention à ce qu'on dit, quand on lance un projet, on met le temps, rien n'est figé. Rien n'est figé. On est dans l'état de projet. Comme jusqu'à présent, dans la vie démocratique, on est à l'état de projet. Sinon, ça ne sert à rien un conseil municipal si vraiment on n'avance pas un projet sur la table. Donc pour l'instant, il y a plusieurs, je vous le répète, il y a plusieurs scénarios en l'étude. Est-ce que ça sera abordé sur la commission école? Bien sûr. Okay. Bien sûr, bien sûr. Avec l'ensemble des acteurs scolaires, bien entendu. Oui, moi je voulais revenir sur, on a reçu le résultat de l'enquête consommateur du marché que je trouve bien faite. Et il y a un point où il est marqué, vous reparlez de l'implantation d'un distributeur de billets, d'un DAB. J'aurais voulu savoir où le projet en était. Bon, c'est vrai qu'avec la Covid, c'est un peu compliqué pour le marché, donc voilà. Mais enfin, c'était juste pour savoir. Et surtout, pour revenir sur... j'aurais aimé d'ailleurs en parler avec Mme Guénière, mais bon, malheureusement, elle est partie, parce qu'elle avait annoncé que les frais de fonctionnement, on va dire, du DAB sont liés à un montant, alors que, moi, je m'étais penché sur le sujet pour notre équipe, alors qu'en réalité, parce qu'elle avait parlé de la Brinks, c'était avec eux que j'étais en contact, en réalité, c'est un nombre de retraits et non pas un montant. Donc, je voulais savoir où ça en était. Alors, oui, en ce moment, dans cette période, c'est très difficile de pouvoir, oui. À part la visio, les gens ne sont pas trop disponibles. Voilà. Sur le projet, nous avons déjà ciblé l'endroit où pourra s'installer ce distributeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ce soit dans un lieu public qui appartient donc à la commune, mais en plus de ça, qu'il soit accessible. Il y a des travaux à faire. Et sécurisable. Tout à fait. Mais ça, ce sont les sociétés, n'importe quelle société bancaire, eux ont leur cahier des charges, ont leur architecte, et puis il vous dit, voilà, on fixe il faut savoir que c'est entre 25 et 30 000 euros pour pouvoir accéder, pour pouvoir mettre en place en conformité un DAB. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'attends un rendez-vous avec un responsable de la Poste où, semble-t-il, ils ont revu la copie. C'est-à-dire que maintenant, il serait plus... Enfin, il y a une suppression en France des distributeurs automatiques d'argent par les banques qui ferment. Donc, la Poste a fermé, réduit les horaires d'ouverture, et semblerait-il que maintenant, il y a un changement d'optique sur le positionnement de distributeurs automatiques d'une nouvelle formule dans les communes.
pour permettre au développement économique. Je pense que le ministre de l'Industrie, nos ministres ont dû faire passer le message concernant de pouvoir s'intégrer dans le patrimoine rural et pour faciliter justement le cash. Parce que c'est ça. Donc dès l'instant qu'autour, il y a un développement économique. J'attends le rendez-vous. Après, il y a l'autre projet concernant la Brinks. C'est le même, tu as rencontré les mêmes personnes. Oui. Tout à fait. Effectivement, c'est en fonction du nombre de retraits mensuels qui permettra justement le loyer, parce que c'est ça, c'est un loyer. Hein. Voilà. L'avantage que nous aurons aussi dans ce domaine-là, c'est de pouvoir y associer les communes qui sont le plus éloignées des distributeurs automatiques de billets, y compris Lignan, Bonnetan. Mais bon, maintenant, en coup de voiture, on va à Créon ou à Fargue. Ça va être très compliqué, je l'avoue, hein, ça va être très compliqué. Mais bon, on va en discuter. Je ne compte pas sur les autres communes. Sincèrement, je ne compte pas là-dessus. Hein. Je compte que sur nous-mêmes. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que les deux propositions, il faudra trancher. Il y en a une, maintenant, la Brinks est en train de baisser ses tarifs. Voilà. Y compris sur le loyer qui est en fonction du nombre de retraits, évidemment, et ont baissé leurs tarifs sur les installations. Parce que la Brinks, ce n'est pas leur cœur de métier, eux, c'est le transport de fonds, et non pas l'installation du cash. Ils veulent faire, évidemment, sur une période, ce qu'on a compris, sur une période d'une année et demie, ils veulent récupérer des communes où il y aurait une matière à mettre de la concurrence. En particulier. Oui, ils sont rentrés dans une faille juridique, voilà. Parce qu'avant, c'était juste les banques qui avaient le droit de faire des distributeurs. Et ils ont trouvé une faille juridique pour pouvoir, eux, s'implanter en tant que transporteurs de Exactement, fonds. Stéphane, exactement. Alors, l'intérêt aussi, c'est que la suppression des DAB par les banques, la Brinks les a rachetés. Donc, il y a des accords aussi internes par rapport à cette société qui, la Brinks, devient une première société européenne. Il veut gagner toutes les parts de marché. Elle veut sous-traiter aux banques. C'est-à-dire qu'actuellement, les banques, le Crédit Agricole, par exemple, eux, ils vont conserver leur distributeur automatique. Et bien, ils vont plus s'en inquiéter. C'est la Brinks qui vont tout gérer. Ça fait que dans ces dispositifs-là, on a une chance, nous, de pouvoir avoir un distributeur, de façon, mais à moindre coût. Mais il y aura un coût, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Parce il faudrait à peu près entre 25 et 30 000 euros mensuels pour pouvoir avoir un loyer de pacotille, quoi. 30 000 euros de... 30 000 euros mensuel, d'investissement. Non. 30 000 euros par mois de retrait bancaire. Pour qu'on puisse avoir... une banque puisse s'installer. Ah, pour une banque, on les aura, oui. Jamais on les aura. Parce que la Brinks, elle ne fonctionne pas au montant, elle fonctionne au nombre de retraits. Oui, au loyer. C'est le loyer diminue en fonction... Voilà. Si plus le nombre de retraits est important, plus le loyer diminue. Exactement. D'autre part... C'est ça, au fur et à mesure. D'autre part, les banques sont en train de se séparer de leur installation. Ce qu'ils se font un peu Bercy, leur dit, attendez, vous avez signé des accords pour la revitalisation rurale, ainsi de suite, et là, vous quittez le navire. Donc, alors, là aussi, ça change. Donc, voilà. On est là-dessus, mais c'est vrai que c'est pénalisant parce que les rendez-vous que j'avais programmés pour février et mars, ça tombe à l'eau. On est obligé de voilà. Mais voilà, on fera le point au fur et à mesure. Merci pour la réponse. Je t'en prie. Mais écoutez, je vous remercie. La séance est levée.